Bonjour, alors capsule sur la section 2.3, un inventaire des forces. Donc, c'est peut-être une des sections les plus importantes du chapitre 2 parce que c'est vraiment là qu'on apprend la méthode de résolution de problèmes. Ensuite, le reste, c'est un peu d'ajouter des détails, de mettre des choses ensemble, ajouter la difficulté de deux corps. Mais c'est vraiment la section 2.3 qui pose toutes les bases importantes du chapitre. Donc, par exemple, comment faire un diagramme des forces correctes, comment identifier les différentes forces, ensuite comment appliquer la deuxième loi de Newton en X, en Y pour résoudre ce qu'on a à résoudre. Donc, on va revenir à cet exemple-ci. Mais d'abord, donc, quelles sont les forces ici qu'on a identifiées comme s'appliquant à cet objet-là? Alors évidemment, il y a le poids qu'on connaît déjà. Donc, la force gravitationnelle, vous pouvez l'indiquer Fg, mais vous pouvez mettre directement aussi Mg. On sait qu'elle est égale à la masse de l'objet qui subit la force multipliée par le champ gravitationnel à l'endroit où il se trouve, donc Mg, et c'est toujours dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre en réalité, donc vers le bas, dans une situation où on se trouve à la surface de la Terre. Ici, vous voyez qu'il y a deux nouvelles forces, si on veut, petit n et t. Donc, c'est la force normale qui empêche le bloc de s'enfoncer dans la surface. Donc, la force normale est toujours perpendiculaire à la surface. Et la tension, donc ici, il y avait une corde qui tirait sur le bloc. Donc, une corde qui est tendue va exercer une force toujours vers la corde ne peut que tirer, elle ne peut pas pousser, évidemment. Donc, c'est les deux nouvelles forces, finalement, qu'il y a dans cet exemple-là. C'est intéressant de comprendre que, finalement, toutes ces forces-là de contact, c'est rien d'autre, au fond, que des forces électromagnétiques au niveau microscopique. Là, c'est les molécules qui s'attirent, qui se tiennent ensemble vers la cohésion, par exemple la force normale, c'est en quelque sorte la tension de surface là, qui empêche les liens de se briser entre les molécules de la table, donc ça empêche la pomme de s'enfoncer dans la table. Par contre, si vous plantez un couteau, ben là peut-être que vous allez réussir à briser ces liens-là, finalement, et que la force normale sera pas la même chose. Donc, vraiment, la force normale, c'est toujours la réaction de la surface dans laquelle on essaie de s'enfoncer, finalement, qui nous empêche de s'y enfoncer. Donc, ce sera toujours perpendiculaire à la surface. Donc, évidemment, si la surface est horizontale, la normale va être verticale, mais peu importe comment est la surface. Donc, par exemple, si je m'appuie sur un mur, la force normale exercée par le mur sur moi est perpendiculaire au mur. Donc, ici, ce serait horizontale. Et si je suis sur un plan qui est incliné, mais la force normale est perpendiculaire au plan en question. La tension, on l'a dit, une corde ne peut que tirer, donc elle va toujours finalement s'en aller vers la corde. Alors faites attention de ne pas confondre la force que l'objet exerce sur la corde. C'est pas à ça qu'on s'intéresse quand on veut faire la somme des forces sur l'objet. On veut pas les forces exercées par l'objet, mais les forces exercées sur l'objet. Très important. Donc ici, oui, l'objet va tirer sur la corde, par exemple, vers le bas, en s'éloignant de la corde, mais la réaction de la corde, finalement, c'est de tirer l'objet vers celle-ci. Okay? Donc, encore une fois, c'est l'idée que les liens de la corde veulent pas se briser, donc ça maintient la cohésion de la corde, fait que ça va toujours être vers la corde, finalement, la force avec laquelle la corde tire sur un objet, dès que la corde est tendue. Il y a une troisième force que vous allez rencontrer, dont on va parler plus en détail dans les prochaines sections, c'est la force de frottement. Donc, pour l'instant, sachez juste qu'elle va toujours s'opposer au glissement relatif entre deux surfaces. Donc, évidemment, ça dépend à quel objet on s'intéresse. Ici, si on s'intéresse au bloc qui est sur le dessus de la surface, si par exemple, je sais pas moi, l'objet a un certain élan dans ce sens-là, donc la tendance à glisser de l'objet, c'est dans ce sens-là. La force de frottement qui s'exerce sur lui va être dans le sens contraire. Dans l'exemple qui est là, le bloc va avoir tendance à glisser vers le bas du plan, donc la force de frottement qui s'exerce sur lui va être dans le sens contraire. Donc ça va toujours s'exercer au glissement. Et pourquoi on dit vraiment glissement et non pas mouvement? Parce que des fois, la force de frottement, c'est ce qui va permettre le mouvement. Par exemple, je sais pas, moi, si je transporte un crayon sur ma calculatrice, donc ce qui va faire justement que
Donc, je vais prendre quelque chose qui est un peu plus plate. Tiens, une aiguise crayon sur ma calculatrice. Donc, si ma calculatrice se déplace trop rapidement, ben l'aiguise crayon veut rester en place en vertu de son inertie. Donc, s'il n'y a pas assez de frottement, la calculatrice réussira pas à l'entraîner. Alors que si j'ai suffisamment de frottement, ben c'est ça qui va permettre finalement de mettre en mouvement mon aiguise crayon. Donc ici, le frottement s'oppose au glissement relatif entre les deux surfaces. Mais ça, on va y revenir. Donc, ça va toujours être dans le sens contraire du glissement potentiel de l'objet. Donc, pour l'instant, vous mettez juste F minuscule. Un peu plus tard, on va mettre plus de détails. On va distinguer le frottement statique du frottement cinétique. Mais pour l'instant, F minuscule pour la force de frottement. Donc, si on récapitule, on a le poids, la force gravitationnelle, qui est mg à la surface de la Terre, donc toujours vers le centre de la Terre. Évidemment, on pourrait y avoir la force gravitationnelle plus générale, là, si on se trouve à une certaine distance d'une planète, là, si on n'est plus sur la surface, ben c'est plus m fois 9.8. Il faut prendre l'équation générale de la force de la gravitation universelle. Donc, à ce moment-là, vous êtes mieux d'utiliser Fg. Puis là, il faut faire le calcul comme on l'a vu dans la dernière section, Gnm sur r carré. Mais si on est à la surface de la Terre, c'est tout simplement Mg, vous pouvez l'écrire directement. La tension va toujours s'éloigner de l'objet, donc aller vers la corde, symbole T majuscule. La force de ressort, j'en ai pas parlé, j'insisterai pas là-dessus, vous l'avez vu un peu au secondaire, on va y revenir quand on va parler d'énergie dans le 3e chapitre, mais donc on indique F avec un petit R pour force de ressort, F majuscule. En général, quand il n'y a pas de symbole spécial pour une force, on utilise F majuscule avec un petit indice là, qui nous dit ce que c'est. La force normale, c'est petit n, qu'on utilise dans ce manuel-là. Vous allez peut-être rencontrer grand N des fois, c'est la force normale aussi. Donc, va toujours être perpendiculaire à la surface, en s'éloignant de la surface, donc ça repousse l'objet, ça l'empêche de s'enfoncer dans la surface. Le frottement s'oppose, lui, au glissement, donc toujours dans le sens contraire du glissement potentiel. Et donc, il faut savoir aussi que le frottement et la normale, en réalité, c'est deux composantes d'une même force. Hein? Donc, c'est la force qui s'exerce entre deux surfaces. Elle a une composante qui est perpendiculaire et une composante qui est parallèle. La composante perpendiculaire, on l'appelle la normale. La composante parallèle, on l'appelle le frottement. Donc, nous, on va les séparer. Et plus tard, on distinguera le Fc pour le frottement cinétique, Fs pour le frottement statique. Ensuite, s'il y a une autre force, ben vous l'appelez F majuscule avec peut-être un petit indice là, si c'est Albert, FA, si c'est Béatrice, FB, ainsi de suite. Alors ça, c'est seulement quand on le spécifie, ça va être dans la direction qui est spécifiée. Ça marche? Fait qu'en gros, quand vous regardez tout ça, là, ben toutes les forces, à part la gravité, ce sont des forces qui sont causées par un objet qui touche l'objet sur lequel on veut faire la somme des forces. Donc, si votre objet touche à rien, il n'y en a pas d'autre force que la gravité qui s'exerce sur lui. Il faut trouver le responsable de la force. C'est dès qu'il y a un objet qui est en contact avec lui que cet objet-là va exercer une force sur lui. Donc, n'oubliez pas de chercher le responsable. Si vous êtes en train d'écrire une force puis vous savez pas qu'est-ce qui l'exerce sur votre objet, c'est probablement que vous êtes en train de l'inventer puis qu'elle n'existe pas vraiment. OK? Donc, par exemple, que vous avez déjà passé aux conclusions de quelle serait l'accélération résultante, puis vous essayez d'associer ça à une force. Faites attention, non. L'accélération résultante, ça va être en lien avec la résultante de toutes les forces. Mais quand on écrit les forces, c'est pas le résultat qu'il faut regarder, c'est la cause. OK? Qu'est-ce qui touche à l'objet, donc qu'est-ce qui exerce une force dessus? Alors, les réponses à l'exercice préparatoire que vous avez fait, j'espère. On vous demandait d'identifier les forces dans un premier temps, dans l'image de gauche, et ensuite de faire le diagramme des forces. Okay? Donc, si on regarde seulement ici ce qui est à gauche, donc comme le bloc ici a tendance à glisser vers le bas du plan, évidemment, la force de ressort, le ressort est forcément étiré plus qu'à la normale et non pas comprimé. Donc, la force de ressort, un peu comme une tension, finalement, va chercher à retenir l'objet, donc à ramener le ressort dans sa position naturelle.
fait que vers le haut du plan incliné. On a évidemment la gravité, toujours, vous pouvez la mettre tout le temps en premier. Dès que vous êtes à la surface de la Terre, vous savez que vous avez mg vers le centre de la Terre. Et la force normale qui empêche le bloc de s'enfoncer dans la surface. Donc, toujours perpendiculaire à la surface. Maintenant, ici, on choisit un système d'axes qui est le long du plan incliné, et ça, on va le comprendre quand on va faire des exemples là, dans la deuxième partie de ce cours-ci. Donc, l'idée, c'est de se simplifier la vie. Donc, si le bloc peut juste accélérer dans une direction, il y a une contrainte, là. Il peut pas accélérer comme ça, il peut pas accélérer comme ça. S'il accélère, ça va être le long de ce plan-là. Ben, on simplifie la vie, puis on met un axe dans cette direction-là, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir tendance à faire un axe X le long du plan, et donc l'autre axe, qui doit toujours être perpendiculaire au premier, va être dans la direction perpendiculaire au plan. On a donc une force normale qui est directement en Y, une force de ressort qui est directement dans le sens contraire de l'axe des X, et il nous reste une seule force qu'on doit décomposer. Ici, c'est la force gravitationnelle, parce qu'elle est directement vers le centre de la Terre, donc vers le bas. Donc, c'est pas parce que j'ai fait mon axe le long du plan là qui est penché comme ça que le bas a changé. Le bas, c'est encore ici, là. Hein? Donc, la surface de la Terre est là. Donc, ici, c'est le bas. Fait que ma force gravitationnelle pointe toujours vers le bas. Ça va? À ne pas confondre avec le sens négatif de l'axe Y. Parce que là, j'ai décidé de ne pas mettre mon axe Y vers le haut. Il est différent. Donc, mg pointe toujours vers le centre de la Terre. Alors ici, je dois la décomposer selon les axes que j'ai définis. Donc, une composante qui est adjacente à mon angle θ. Et là, difficulté, où se situe l'angle θ? Donc, comment j'ai fait pour savoir qu'il était là et non pas là? Le truc, je vais probablement vous le réexpliquer quelques fois, mais tant mieux si vous le comprenez du premier coup. Vous prenez l'angle θ tel qu'il est spécifié. Donc ici, on dit que c'est entre l'horizontale et le plan incliné que vous avez votre angle θ. Donc, identifiez sur votre diagramme des forces où est le plan incliné. Ben, le plan incliné, c'est l'axe des X ici, là. Où est l'horizontale? Ben, vous en dessinez une. OK? Et donc, vous allez avoir un angle θ entre ces deux droites-là. Une fois qu'il est placé, là où il est vraiment, voici le truc. L'angle complémentaire ici, ça va être 90 moins θ. Donc, ensuite, comme l'horizontale et la verticale font aussi 90 degrés, ben, si ça c'est 90 moins θ, ça ici, ça va être θ. Donc, le côté adjacent à l'angle θ ici, c'est mg cos de θ, alors que le côté opposé à l'angle θ, c'est mg sin θ. Mg est décomposé, et là, ben, on serait prêt à faire nos équations sin des forces en x, sin des forces en y. On vous demandait la même chose pour une autre situation. Donc, ici, on tire le bloc qui avance à une certaine vitesse, il y a du frottement. Donc, encore une fois, on commence par mg, toujours dirigé vers le bas. La force normale qui empêche le bloc de s'enfoncer dans le plan. Et notre frottement qui s'oppose au glissement. Ici, le glissement potentiel du bloc, c'est par là. On dit, en fait, c'est un glissement réel, là. Il avance vers la droite. Donc, le frottement s'oppose au glissement. Et la tension ne peut que tirer. Donc, c'est ce qui tire le bloc, finalement. Encore une fois, je répète qu'on s'intéresse vraiment aux forces qui s'exercent sur le bloc, et non pas les forces que le bloc exerce sur d'autres objets. Ça marche. Donc, on s'intéresse pas ici à la force exercée par le bloc sur la corde ou par le bloc sur le plancher, mais bien par ce que ces objets-là exercent sur le bloc. Comment le bloc se fait tirer, pousser, ainsi de suite. Je reporte ça sur mon diagramme des forces. Donc, ici, ben, il n'y a pas d'avantage à mettre le système d'axe autrement que de manière normale, horizontale, verticale. Donc, mg directement vers le bas, donc dans l'axe que je viens de définir ici vers le haut, dans le sens contraire de l'axe y, fc dans le sens contraire de l'axe x, la normale dans le sens de l'axe y, et il y a seulement la tension qu'on doit décomposer. Donc ici, si je reporte l'angle directement comme il est, donc il est entre la tension et l'horizontale, ici l'horizontale c'est mon axe x, la tension est comme ça, ben la composante adjacente à l'angle t cos de θ, et la composante opposée à l'angle c'est t sin de θ. Alors, petit vox pop pour vous pratiquer. Donc, combien
il y a de force en ce moment. Alors, si on présuppose qu'il y a du frottement entre toutes les surfaces qui sont en contact, combien il y a de force qui s'applique sur la masse 2? À vous de jouer. Alors, la réponse, quelles sont les forces? Ben, il y a évidemment toujours la gravité qu'on indique en premier, donc M2G, première force. Ensuite, vous avez vu qu'il y a une corde, donc il y a une tension qui ne peut que tirer. Et ça, que le bloc soit en train de descendre ou monter, peu importe, la corde ne peut que tirer. La normale qui empêche M2 de s'enfoncer dans le sol. Et si vous cherchez s'il y a d'autres forces, demandez-vous, est-ce que le bloc est en contact avec autre chose? Okay? Parce que la seule force qui est d'action à distance, c'est mg. Donc, oui, il est en contact avec un ressort. Donc, il va avoir une force de ressort. Ici, mais dépendamment des masses, là, on a l'impression qu'il y a plus de masse à droite. La surface est un peu moins inclinée, mais pas tant que ça. Notre intuition nous dit que peut-être ça tire un peu plus de ce côté-là que de ce côté-là. Mais en réalité, on peut pas le savoir. M3, c'est peut-être une grosse boîte de carton vide, alors que M2, c'est un gros bloc de ciment. Qui sait? Okay, donc ici, il y a un point d'interrogation finalement. Est-ce que le ressort est comprimé ou étiré? Avec les informations qu'on a, on peut pas le savoir. Ça marche? Donc, aucune idée. Est-ce que c'est vers le bas ou vers le haut? Par contre, on sait qu'elle existe. Donc, pour l'instant, on en a 4. J'ai oublié tout à l'heure, quand j'ai mis la normale, que c'est une des deux composantes de l'interaction entre le bloc M2 et le plan incliné sur lequel il repose. Parce qu'ici, on disait qu'il y avait du frottement entre toutes les surfaces. Donc, en plus de la normale, il va y avoir du frottement, mais pour la même raison qu'on peut pas savoir si le ressort est en train de tirer ou de pousser sur le bloc, ben, puisqu'on n'est pas sûr le glissement du bloc réel ou potentiel, est-ce qu'il est vers le bas ou vers le haut, ben, c'est dur de déterminer vers où est le frottement. Finalement. Donc, encore une fois, c'est un point d'interrogation. Donc, de quel côté? Ici, on savait pas non plus. Mais on sait qu'il y a du frottement, donc petit f. On sait même pas si c'est statique ou cinétique. Est-ce que c'est en train de bouger, cette affaire-là, ou c'est immobile? C'est pas clair. Mais le nombre de forces, on le connaît. Donc, il y en a 2 entre M2 et le plan incliné, la normale et le frottement. Il y en a une entre le bloc et le ressort. Il y en a une entre le bloc et la corde. Et c'est les 3 seules choses auxquelles le bloc touche. Donc, en plus de la gravité, il peut pas y avoir d'autres forces. Fait que ça en fait 5 au total. Maintenant, deuxième question de ce type. Vous avez la chance de vous reprendre si jamais vous êtes trompé la première fois. Donc, faites pause, essayez-le. Combien il y a de force appliquée sur la masse M1 cette fois-ci? Alors, la réponse, donc là, si on regarde le bloc M1, c'est notre système sur lequel s'appliquent les forces. Qu'est-ce qui s'applique? Ben, encore et toujours, on commence par mg, qui est toujours dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. Et avec quoi est-ce que le bloc est en contact? Ben, seulement la surface entre M1 et M3. Donc, on a la normale qui empêche M1 de s'enfoncer dans M3, donc toujours perpendiculaire à la surface, et le frottement qui est parallèle à la surface. Bon, encore une fois, ça se pourrait que M1 est en train d'avoir une vitesse vers le haut, alors qu'M3 est en train d'avoir une vitesse vers le bas, puis que finalement, le frottement est vers le bas. Il peut y avoir toutes sortes de situations un peu bizarres qui font que c'est pas sûr à 100% que le frottement est vers le haut, mais disons que c'est assez probable ici là, que la tendance du bloc M1 soit de glisser vers le bas de tout ça, et donc qu'il y ait du frottement qui le retienne. Est-ce que il réussit à le maintenir immobile par rapport au bloc M3 ou pas? Donc on sait pas si c'est statique ou si c'est cinétique, fait qu'on écrit seulement F minuscule. Et est-ce qu'il y a d'autres forces en présence? Ben, M1 ne touche à rien d'autre. Donc non, si on s'intéresse vraiment au système M1, ce sont les seules forces qui s'appliquent sur lui. Voilà, pour les deux vox pop, s'il y en a qui sont tentés d'aller mettre, par exemple, ici, le poids de M2 ou la corde qui tire, c'est sûr que ça va avoir une influence indirecte sur le reste. Mais, par exemple, ici, tantôt, quand on avait les forces sur M2, s'il y en a qui ont mis le poids de M1 ou de M3,
le poids s'applique pas sur M2, le poids s'applique sur M1 et sur M3. La Terre tire M1 vers elle puis tire M3 vers elle. Ça, sur quoi ça va avoir une influence, c'est que ça va maintenir la corde plus tendue si c'est plus lourd. Et donc, ça va se répercuter indirectement via la tension dans la corde. Ça marche? Donc, oui, évidemment, la masse M1, M3 ont une influence sur ce qui va arriver à M2, mais via la corde. OK? Donc, la tension que la corde va avoir ici va se répercuter dans la tension ici. La tension va être partout pareil dans la corde si sa masse est négligeable. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Mais donc, par action-réaction, si la molécule 1 tire avec une certaine tension sur la molécule 2, la molécule 2 tire pareil sur la molécule 1, donc elle se fait tirer pareil par la molécule 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin, là. Si la corde n'a pas de masse, la somme des forces doit être 0, parce que la somme des forces égale ma. Donc, si la masse est 0, la somme des forces doit être égale à 0. Fait que la tension va être partout pareil dans la corde. Fait que c'est comme ça que va se répercuter l'influence, finalement, de ce qui se passe dans le reste du système. Mais quand on s'intéresse à la somme des forces sur un objet, par exemple, c'est sur M1, il faut vraiment juste mettre les forces qui s'appliquent sur ce bloc-là. Donc, qui sont causées par des objets avec lesquels il est en contact, à part la gravité, qui est notre seule action à distance qu'on a vue. Alors, petit exemple résolu pour mettre tout ça un peu dans le concret. Donc, ce sera pas un exemple compliqué, on va y aller par gradation, mais juste pour vous montrer un peu la méthode de résolution. Donc, si on vous demande de trouver l'accélération d'un bloc de 4 kg sur un plan incliné de 37 degrés, sans frottement. Donc, j'ai un plan incliné et j'ai un bloc de masse M ici. Je cherche l'accélération de ce bloc-là. Donc, A est égal à quoi? Donc là, ici, on spécifie pas si on veut le module de l'accélération ou donc on spécifiera la direction, mais c'est assez clair que ça va être vers le bas du plan incliné. Il n'y a pas de frottement, donc ça va être c'est assez évident. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le bloc? C'est toujours notre première étape. Donc, première force qu'on met, c'est le poids mg qui est vers le centre de la Terre. Ensuite, avec quoi est-ce que le bloc est en contact? Ben ici, il y a une seule surface avec laquelle il est en contact. Il n'y a pas d'autre objet, il n'y a pas de corde, il n'y a pas de ressort, il n'y a rien. Donc, tout ce qu'on peut avoir, c'est l'interaction entre le bloc et la surface. Il y a toujours notre force normale qui l'empêche de s'enfoncer dans le plan. Et il pourrait avoir du frottement, mais ici, c'est une surface sans frottement. Donc, on suppose que le frottement est assez négligeable comparé à la composante de la force gravitationnelle qui va tirer de l'autre côté. Donc, c'est les deux seules forces. Alors, schéma, identification des forces. Deuxième étape, système d'axe. Parce que là, on va vouloir se faire un diagramme des forces, donc transposer les forces sur le système d'axe qu'on aura choisi. Quel système d'axe on prend? Ben ici, c'est clair que l'accélération, elle va être le long du plan. Le bloc va pas s'enfoncer dans le plan, ok? Donc, il n'y aura pas d'accélération dans cette direction-là. Donc, on simplifie la vie, puis on met un axe dans le sens où on le sait qu'il va avoir une accélération. Donc, on pourrait mettre l'axe des X vers le bas du plan. Et ici, je vais le mettre vers le haut du plan, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Et donc, troisième étape, ben là, je peux mettre mes contraintes, en fait. Donc, avec ce système d'axe-là, je peux déjà dire que AY va être égal à 0, parce que le bloc va pas s'enfoncer dans le plan. Et donc, dans le fond, ce que je cherche, c'est l'accélération en X. Puis après ça, je pourrais ramener ça dans le format demandé en donnant le module et l'orientation en mots. Donc, notre diagramme des forces, alors c'est la deuxième étape, hyper importante dans ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a des points pour les diagrammes des forces? Oui! Donc, parce que moi, ça me montre quand même que vous avez compris quelque chose si vous êtes capable de mettre les forces sur un diagramme puis les décomposer. Mais même si ensuite vous êtes trompé dans les calculs, au moins vous avez ces points-là. Fait que oui, faites-le tout le temps. Qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai la force de gravité. Puis là, vous voyez, il faut que je mette les forces comme elles sont vraiment. Donc, la normale, elle est directement selon l'axe des Y, alors que le poids mg, je vais devoir le décomposer. Là, j'aurais peut-être dû prendre des couleurs. En tout cas. Donc, là, on est rendu à l'étape cruciale d'aller trouver
où est notre angle de 37 degrés dans notre système d'axes. Donc, 37 degrés, c'est entre l'horizontale et le plan. Donc, sur mon diagramme des forces, le plan, c'est l'axe des X. Et donc, l'horizontale, ben, je vais la dessiner. Ça, c'est notre horizontale. Donc, le 37 degrés, il est ici, là. Ça marche, donc vous le mettez vraiment comment il est pour vrai. Et ensuite, vous utilisez mon petit truc. Ça ici, c'est un angle de 90 degrés. Donc, si ça c'est 37, ça ici, ça va être 90 moins 37. On est d'accord? Alors, si ça c'est 90 moins 37, ensuite, si je regarde l'horizontale que j'ai dessinée là et la gravité qui est à la verticale, ben, ça fait encore un angle de 90 degrés. Donc, si ça c'est 90 moins 37, ben, celui-là, ici, ça va être 37. Ça marche parce que ça se trouve être l'angle complémentaire de celui-là, qui était l'angle complémentaire de celui-là. Fait que c'est le petit truc. Je vais le refaire souvent. Pensez finalement à deux équerres. Hein? C'est comme si on avait notre axe des X, puis le bas de l'axe des Y qui fait une équerre. Et là, vous prenez cette équerre-là, 90 degrés, puis vous la tournez comme ça, horizontale, verticale. Okay? Donc, si finalement vous aviez 37 degrés ici entre les deux équerres, ben vous avez encore 37 degrés ici entre les deux équerres. Vous avez pris votre équerre puis vous l'avez tourné de 37 degrés finalement, fait que les deux axes ont tourné de 37 degrés. Alors, une fois qu'on a ça, ben là, on est prêt à appliquer la somme des forces en X égale à MAX et la somme des forces en Y égale à MAY. Si on en a besoin. Donc, pour certains problèmes, vous aurez seulement besoin d'une des deux équations. Pour d'autres problèmes, vous allez avoir besoin des deux. Okay? Parce que vous avez peut-être deux inconnus, vous avez besoin des deux équations. Mais dans le doute, écrivez les deux. Le pire qui peut arriver, c'est que vous en ayez pas besoin, mais au moins, vous aurez écrit des choses qui sont vraies. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit ça? Ben, c'est qu'on va tout simplement lire le long de l'axe des X, le long de l'axe des Y, qu'est-ce qu'on a en X, qu'est-ce qu'on a en Y. Fait que là, pour ça, il faut avoir décomposé nos forces, là. Tantôt, j'ai mis l'angle, mais l'étape suivante, c'est de dire, ben, donc, le long de l'axe des Y, j'ai la projection sur l'axe de cette force-là, qui est le côté adjacent à l'angle. Donc, finalement, ça va être mg cos de 37. Okay? Alors que la projection sur l'axe des X, ça va être le côté qui est opposé, c'est la même longueur que ça ici, donc c'est le côté opposé à l'angle de 37 degrés. Donc ici, ça va être mg sin de 37 degrés. Et là, je pourrais l'écrire tout de suite, mais ne pas oublier que ici, c'est dans le sens contraire de l'axe des X, donc ça va être négatif. Fait que ça ici, c'est réglé. On l'a décomposé. On n'a plus besoin de la regarder, juste à regarder ce qui est le long des axes. Fait que si je regarde ce qui est le long de mon axe X, il y a une seule composante, puis c'est moins mg sin de 37. Et donc, ah ben là, je suis chanceuse, les masses s'annulent de part et d'autre, et j'ai directement la valeur de mon accélération moins g sin de 37 d'après mon axe des X que j'ai défini. Et si vous pitonnez ça, donc moins 9.8 sin de 37, ça vous donne moins 5,90 mètres par seconde carré. Mais là, attention, le moins, il peut pas aller dans la réponse finale parce qu'il dépend de l'axe que moi j'ai défini, l'axe X. Moi, je l'ai défini vers le haut du plan. Une autre personne aurait pu résoudre le problème en se définissant un axe X vers le bas du plan. Son accélération en X aurait été positive. Fait que la réponse peut pas dépendre de ça. Donc, ultimement, ma réponse ici, ce serait mon accélération est d'un module 5,90 mètres par seconde carré vers le bas du plan incliné, par exemple. Et là, j'ai donné module orientation, donc j'ai pleinement spécifié mon vecteur. Fait qu'ici, on s'est pas servi de la somme des forces en Y. À quoi est-ce qu'elle aurait pu servir? Ben, si par exemple, j'avais demandé de trouver l'accélération, puis ensuite trouver la force normale exercée par le plancher,
par exemple, ben là, à ce moment-là, ça aurait été pertinent parce que notre inconnu se serait caché le long de l'axe des Y. Fait qu'à ce moment-là, ici, on aurait été lire qu'est-ce qu'il y a le long de l'axe Y, donc N dans le sens positif de l'axe, puis MG dans le sens négatif de l'axe. Donc ici, je l'avais pas écrit de moi, vous n'êtes pas obligé de l'écrire sur le schéma des forces, mais juste ne pas oublier de mettre le bon signe quand vous écrivez l'équation, est égal à la masse fois l'accélération en Y. Mais là, on la connaît, l'accélération en Y, c'était notre contrainte. Le bloc va pas s'enfoncer dans le plan ou l'éviter au-dessus du plan. Fait que ça, en réalité, c'est 0, ce qui fait que la normale est égale à mg cos de 37 ici. Et si vous pitonnez ça, 4 fois 9.8 fois cos de 37 degrés, ben ça vous donne la force normale en newton exercée par le plancher. Je pense que je l'avais calculé, 31,3 newton. Attention, l'apprenez pas par cœur. Ah, mais gardons ici c'est cos, puis ici c'est sin. Non, parce que dépendamment de la situation, l'angle sera pas donné par rapport au même repère. Votre système d'axe sera pas le même. Donc, ça se peut que ça donne que ce soit souvent le cas, mais apprenez plutôt à comprendre pourquoi ici c'est comme ça, pour être capable de le faire, peu importe comment vous est donné l'angle. Ça marche? La vidéo est déjà très longue, mais juste dernier petit vox pop par rapport à cette décomposition de force là. Juste pour se pratiquer à être capable d'écrire des équations qui se peuvent, puis à pas écrire de niaiseries là. Donc ici j'ai un anneau qui est relié à 3 cordes tendues et c'est immobile tout ça. Donc la somme des forces est égale à 0. Je veux savoir quelle équation je peux écrire. Laquelle est correcte? Parmi ces 4-là. Je vais faire pause. Essayez. Alors, peut-être vous dites, ben là c'est évident, c'est la première. Tu l'as dit, la somme des forces est égale à 0. Mais attention, c'est la somme des vecteurs force qui est égale à 0. Donc c'est la somme du vecteur TA, du vecteur TA plus le vecteur TB plus le vecteur TC qui serait égal à 0. Mais pas la somme du module TA. Donc, si j'additionne la grandeur, parce que comme c'était écrit là, sans les flèches, ça disait la somme du module TA plus le module TB plus le module TC. Mais si j'additionne la longueur de ces vecteurs-là, il y a une chance que ça donne 0, c'est tout positif. Donc, c'était pas A, c'était pas bien écrit. Ça deviendrait vrai si on mettait le symbole vecteur. Et donc, là, les 3 autres possibilités, ça rapporte à l'axe des Y. Fait que voyons comment est-ce qu'on décompose nos forces. Donc, TA est seulement le long de l'axe X, fait qu'elle apparaîtra pas dans l'équation de la somme des forces en Y. Ici, qu'est-ce que j'ai le long de l'axe des Y? Alors, j'ai mis l'angle θ ici. Donc, la projection de TB le long de l'axe Y, ben, ça va être TB cos. Si je le ramène à partir de l'origine, la même force. OK, donc. Si je fais la projection de cette force-là le long de l'axe des Y, ça va être TB cos de θ le long de l'axe Y et TB sin de θ ici. Alors que TC, encore une fois, là, le point d'application est ici, mais si je ramène toutes les forces avec la même origine, donc TC qui est comme ça, attention, l'angle il est par rapport à l'axe des Y, donc le côté adjacent, c'est celui-ci. Donc ça va être ici TC cos de phi, alors que la composante en X, ça va être TC sin de phi. Fait que qu'est-ce qu'on a le long de l'axe des Y? Ben, on a TB cos de θ du côté positif, puis TC cos de phi du côté négatif. Et donc, la bonne réponse, c'est celle-ci. Donc, ça va être TB cos de θ moins TC cos de phi. Ça va? Parce qu'attention, ça ici, c'est un module. C'est juste la longueur du vecteur. Fait que le signe, il faut le mettre à la main. Ça marche. Donc, ça réfère ce vox pop-là à la situation 2 dans la section. Donc, vous pouvez aller voir l'explication puis
solution au long. Donc ici, c'en est un exemple où on a deux équations, deux inconnues, parce que on a des inconnues qui ont des composantes en x et en y. Donc, en décomposant, ben ça nous laisse, plutôt qu'avoir juste tbx inconnu, tcx inconnu, tby inconnu, tcy inconnu, si on laisse ça comme ça avec 4 inconnus, on n'arrivera jamais à rien parce qu'on a juste deux équations. Mais si on décompose comme il faut, un peu comme on vient de le faire pour la somme des forces en Y, ben là on voit que finalement on a deux inconnus là-dedans, c'est le module TB et le module TC. Et dans l'équation en X, on a les deux mêmes inconnus. Ici, l'accélération est 0 parce que tout ça est immobile et on connaît TA. Donc, on va avoir TA dans le sens positif de X, moins TB sin de θ, moins TC sin de phi. Donc, c'est les deux côtés adjacents à leurs angles respectifs. Et là, on est capable de faire les maths avec ça. Donc, le reste, c'est de la résolution. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Isoler TB dans l'équation 2 et la remplacer ensuite dans l'équation 1. Donc, pour aller avoir seulement une inconnue qui soit TC, puis ensuite, on revient dans l'équation qui nous permet de trouver TB. Ça marche. Alors, dans la prochaine vidéo, on revient sur la méthode de résolution avec un autre exemple un peu plus complexe cette fois-ci. Ce que je vous proposerais peut-être, c'est d'essayer de faire le problème. Donc, c'est l'exercice 2.3.10. Donc, essayez-le, puis ensuite, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la solution, puis on va repasser sur la méthode de résolution.